Salut les terriens! Aujourd'hui, pour ce journal de la Starbase, nous passerons en revue les dernières avancées des chantiers en cours et nous souhaiterons bon vent à certains prototypes qui ont, sans doute contre leur gré, dû renoncer à une carrière prometteuse. Nous verrons également que le Starship n'est pas censé être uniquement une sorte de vaisseau couteau suisse, réutilisable partout et dans n'importe quelle circonstance, mais peut tout aussi bien être transformé en revolver. Ah, ça vous intrigue? Allez, c'est parti! Avant de parler de ce revolver de l'espace, une autre particularité à première vue pourrait bien attiser votre curiosité. Si vous vous demandez ce à quoi ces énormes structures jaunes installées à l'abri des intempéries peuvent bien servir, sachez que ce sont en fait des poutres gigantesques destinées à rejoindre le futur hangar de construction ou White Bay pour les intimes. Une fois repeintes en blanc, 4 d'entre elles ont été hissées puis installées. À noter qu'elles serviront également de grue à l'intérieur du hangar puisqu'elles disposent de barres transversales qui coulissent sur des rails. De quoi manipuler aisément les prototypes à l'intérieur du bâtiment. À l'heure des reports incessants de la FAA, les prototypes Star de SpaceX ne feront plus partie de la tête de liste du casting pour le premier tir orbital. En effet, le B4 et le S20 seront bientôt mis sur le banc de touche. Et oui, après nous avoir tant de fois fait rêver, les deux prototypes de la fusée phare de SpaceX cèdent enfin leur place pour une raison bête et méchante. Ils étaient équipés de Raptor 1, et si vous suivez le journal de la Starbase régulièrement, vous avez certainement entendu parler des Raptors de seconde génération, plus puissants et qui, eux, pour le coup, ne sont plus considérés comme des prototypes. C'était donc une fin de service quelque peu mélancolique le 24 mars 2022 pour le fameux Super Heavy B4 qui a été enlevé de la table orbitale, l'OLP, pour être posé délicatement sur une plateforme de transport. Le S20 lui aussi sera bientôt placé sur une plateforme automatisée. Va-t-il être transporté ailleurs pour être démantelé ? Eh bien ce n'est pas si sûr, nous en reparlerons dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, si une chose est bien certaine, c'est qu'il ne volera pas, et c'est donc une page importante de la formidable aventure de la Starbase de Boca Chica qui se tourne. Certes, nous ne verrons jamais un tir statique du B4, pas plus que nous ne verrons le Super Heavy dans sa version B5 ou sa version B6 voler. Pour rappel, le premier a été directement exposé au Rocket Garden sans subir un seul test, le jardin des fusées qui ressemble plus à un musée qu'à un endroit bucolique, et le B5 quant à lui a servi de réservoir test. Bon, ne soyez pas trop chafouins, il nous reste un énorme lot de consolation. Un nouveau-né qu'on appelle le B7 semble hésiter à sortir de l'œuf. En effet, l'énorme Super Heavy a été sorti du hangar de construction pour y être réinstallé, et à nouveau sorti pour en fin de compte se reposer à nouveau dans les entrailles du bâtiment. Et oui, car tout le Stage 0 est en ébullition pour le tout premier test cryogénique de ce gros bébé. Les chopsticks ont fait des étirements, la ferme orbitale a subi un décrassage et le QD-Arm a craché par ses naseaux de la fumée. Bref, les équipes de SpaceX semblent avoir oublié la foule d'observateurs aux alentours de la Starbase et sont surtout à pied d'œuvre pour accélérer la mise en service de ce prototype. Revenons donc à ce nouveau monstre, le Super Heavy B7, qui au passage présente des nouveautés criantes et qui le différencie déjà très clairement de son prédécesseur. Et pour nous en rendre compte, rien de tel que de l'observer à la loupe grâce à cette vidéo de Starship Gazer. Les fameuses couvertures aérodynamiques censées protéger les COPV, désormais disposées par rangées de 5 unités sur les deux flancs du B7, et que nous évoquions dans le dernier journal de la Starbase, sont à présent bien visibles. D'autant plus que la surface du booster offrirait la possibilité de disposer 4 ailettes de ce type, comme le laissent supposer ces deux autres rangées de rails. Alors certes, cela aurait l'avantage d'abaisser un peu le centre de portance du booster, à l'image d'une flèche avec ses 4 ailettes, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il y aura sous chaque couverture aérodynamique une rangée de 5 COPV. Loin de la multitude de pronostics que l'on peut observer chez les aficionados de SpaceX partout à travers le monde, les équipes de la Starbase continuent leur travail de titan. Le B7 a donc été transporté le 1er avril du site de construction vers le site de lancement, puis raccordé à la fameuse grue du Stage 0, sans doute pour être installé sur l'OLP, la table orbitale, en vue d'une préparation pour de futurs tests statiques. Mais en raison de vents violents dans la région de Boca Chica, la manœuvre a été reportée au lendemain. Le B7 est donc bien passé à table et la première des épreuves à réussir fut bien sûr celle du test cryogénique. Une première étape qui a été probante et qui laisse suggérer un éventuel empilement avec le S20, toujours présent sur le site de lancement à l'heure où j'écris cette vidéo. Il est vrai que son aspect tranche déjà avec son prédécesseur, mais de là à dire qu'il sera la version utilisée pour le premier tir orbital, il n'y a qu'un pas que l'équipe du Journal de l'Espace et moi-même ne franchirons pas. Et oui, si la Starbase est un lieu fascinant, de par sa technologie exposée au regard de tous et par son savant dosage de coups de théâtre digne des plus grands scénarios hollywoodiens, il n'empêche qu'il manque encore des grid fins à ce booster. D'ailleurs, il manque aussi quelque chose d'autre, non ?
Bon, ce n'est pas un mauvais poisson d'avril, mais juste un petit indice pour vos pronostics concernant la date du prochain tir orbital. Comme vous pouvez le constater, il y a encore pas mal de pain sur la planche, et il va falloir encore s'armer de patience. Et oui, le B7 est encore un prototype, et qui dit prototype dit aussi non abouti. D'autant plus que dans l'optique d'habiller le dessous de la jupe de ce nouveau gros bébé, il va encore falloir accélérer la cadence de production des moteurs. 3 nouveaux Raptors ont donc été livrés par ce camion à Boca Chica le 31 mars dernier. Pour rappel, il en faudra en tout 42 pour les nouveaux prototypes de la fusée, un nombre parfait dont 33 moteurs pour le booster, ainsi que 3 moteurs atmosphériques et 6 Vacuum Raptor pour le Starship, en tout cas si l'on se réfère aux allusions d'Elon Musk à ce sujet. Allez courage, plus que 39 Raptor 2 à produire, à livrer et à installer. Un nouveau panneau à déconnexion rapide destiné à la table orbitale a été livré sur la Starbase. Et oui, sans doute afin de matcher complètement avec la nouvelle configuration du booster et rendant ainsi le précédent obsolète. Pour rappel, cette pièce maîtresse du Stage 0 est chargée de ravitailler le Super Heavy en méthane et en oxygène liquide. C'est un événement qui nous laisse cependant quelque peu perplexes. En effet, si cette livraison traduit bien la faculté d'adaptation hors norme des équipes de la Starbase, leur capacité à produire constamment de nouvelles infrastructures, de les développer tout en les mettant à jour et en parfaite synchronicité à chaque fois qu'un nouvel élément est apporté, cela démontre tout de même clairement que SpaceX n'aurait jamais été prêt pour un premier tir orbital, même avec un accord de la FAA. Et si vous vous lassez des devinettes et de la parade incessante des prototypes à Boca Chica, si vous en avez marre de vous demander quelle version du vaisseau ou du booster volera, sachez que le S-24 sera sans doute la version cargo du Starship. Bon, nous ne mettrons pas non plus notre main à couper, mais ça se précise quand même. Et oui, il s'agit bien d'une section du S-24 avec une ouverture dédiée à la livraison de matériel. On pourrait penser en premier lieu à une ouverture par laquelle le monte-charge pourrait faire descendre un équipage à la surface de la Lune, comme certaines animations 3D du Starship HLS sur le web le suggèrent. Sauf que voilà, comme nous l'avions vu dans les précédents Le Saviez-vous consacrés au retour sur la Lune ou dans certains journaux de la Starbase, on sait désormais que la version atterrisseur lunaire du Starship est loin d'être aboutie. Une autre piste semble donc plus probable pour ce développement acharné du S-24 par les équipes de SpaceX. Je veux bien sûr parler de la livraison des satellites Starlink. Pour ceux qui l'ignorent, voilà à quoi ressemble l'un de ces satellites, 3,2 mètres de long sur 1,6 de large et seulement 20 cm d'épaisseur. Aujourd'hui, une soixantaine d'entre eux peuvent être emportés et déployés par une fusée Falcon 9. Mais si le vaisseau de SpaceX pouvait livrer par rafale des dizaines de satellites Starlink, SpaceX 3D Creation Eccentric a, comme à son habitude, imaginé un système de déploiement pour le moins original. Et oui, que diriez-vous d'un Starship Revolver ? Un vaisseau qui cracherait des satellites en continu via son cargo transformé pour le coup en un véritable barillet, et qui à l'inverse serait capable également de les récupérer pour les mettre hors service ou effectuer des réparations comme sur ces animations de SpaceX 3D Creation Eccentric. Affaire à suivre donc. Pour le premier tir orbital, un candidat sérieux montre le bout de son nez, ou plutôt un peu de son ventre. Je veux bien sûr parler du S-25 qui a récemment été gainé et retourné, ce qui nous permet au passage de remarquer de nouveaux éléments, ces structures en forme de fleurs par exemple, qui semblent être un tout nouveau dispositif de répartition de poids. Au milieu, vous pouvez voir les connexions pour les moteurs atmosphériques, avec autour celles des Vacuum Raptors, ces moteurs optimisés pour le vide spatial. Mais là encore, chat échaudé craint l'eau froide, et malgré des indices évidents, bien malin celui ou celle qui saura dire si le B7 et le S-25 voleront un jour. Les pronostics sont donc ouverts dans les commentaires de cette vidéo. Vous le savez peut-être déjà, mais au final, la FAA, l'agence américaine de l'aviation, a encore repoussé la publication de l'évaluation environnementale au 29 avril prochain. A noter également que Steve Dickson, l'ancien directeur de l'agence qui a quitté ses fonctions le 31 mars dernier, a été remplacé par Billy Nolen. Ce dernier a rejoint la FAA un peu plus tôt cette année et n'est chargé d'occuper ses nouvelles fonctions que temporairement. Quoi qu'il en soit, et malgré ce changement de tête d'affiche, c'est bien un troisième report que la FAA annonce tout en se justifiant par, je cite, un besoin d'examiner de façon plus approfondie les commentaires et les consultations inter-institutions, inter-agences encore en cours. Décidément, nous ne sommes apparemment pas près de voir un premier vol orbital à Boca Chica, et les regards se tournent de plus en plus vers la Floride, au Kennedy Space Center, qui constituerait en fin de compte le candidat le plus fiable pour un tel événement. D'ailleurs, lorsqu'on prend le temps d'observer le fameux pas de tir 39A du Kennedy Space Center, on s'aperçoit que malgré la récente annonce de la NASA sur l'ouverture d'un nouveau contrat d'atterrisseur lunaire que nous évoquions dans le dernier journal de la Starbase et dont nous reparlerons dans quelques instants, la collaboration étroite entre l'agence spatiale américaine et SpaceX ne semble pas prête de s'arrêter. Et oui, les fondations de la seconde tour orbitale en premier plan et la fusée SLS de la NASA en arrière-plan, réunies toutes les deux dans une seule prise de vue, traduit bien une petite préférence pour l'entreprise d'Elon Musk.
À ce propos, le tout nouveau Mechazilla de Floride ne sera pas construit colonne après colonne, comme ce fut le cas sur la Starbase de Boca Chica, mais plutôt segment par segment. L'occasion pour le journal de l'espace de vous montrer la distance qui sépare le site des opérations de SpaceX jusqu'au site de lancement du Kennedy Space Center. Et oui, contrairement à celle du Texas, la Roberts Road qui relie les deux sites est bien plus longue, 7,1 miles ou 11,5 km, soit 3 fois plus que la distance entre le site de construction et le site de lancement de la Starbase actuelle. Quoi qu'il en soit, les choses avancent en Floride, et qui sait, peut-être qu'au début de l'année prochaine, nous verrons un autre monstre d'acier et de béton prendre dans ses bras un Starship pour l'empiler sur son booster. Mais dernièrement, une annonce fracassante de la NASA a dû faire grincer les dents des équipes de SpaceX. Comme nous l'évoquions dans le dernier journal de la Starbase, l'agence spatiale américaine a récemment annoncé la nécessité d'ouvrir un second contrat d'atterrisseur lunaire afin de l'attribuer à un autre industriel américain. Ceci pour répondre sans doute au besoin de disposer d'une autre option dans le cas où le Starship dans sa version HLS ne ferait pas l'affaire, mais aussi afin de respecter la volonté du Sénat américain qu'une concurrence loyale interentreprises soit de mise dans le cadre des missions Artemis. La NASA en a donc profité pour partager une note quant à l'invitation envoyée aux autres entreprises américaines afin de fournir de nouvelles missions de développement et de démonstration d'atterrisseurs de l'orbite lunaire à la surface de notre satellite. Jusqu'à présent, comme vous pouvez le voir sur cette image, l'option d'une démonstration lunaire avec et sans équipage était bien réservée à SpaceX, mais désormais une autre société est invitée dans la course. J'en connais un qui doit plancher sur le sujet nuit et jour. Voilà les terriens, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à la partager, à la commenter et à faire briller ce pouce afin de soutenir toute l'équipe du Journal de l'Espace qui fournit un superbe travail pour vous produire toutes ces vidéos. D'ailleurs, vous savez quoi ? À partir de la semaine prochaine, on augmente la cadence et une nouvelle émission va voir le jour. Alors pour ne pas la rater, pensez bien sûr à activer la cloche de notification. À vendredi, salut les terriens!